Un an après le retour de Donald Trump au pouvoir, quel impact sur l'Afrique? On en parle avec Paul Simon-Andy. Bonsoir, vous êtes chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Addis Abeba en Éthiopie. Donald Trump, on le voit, on le sait, est très différent de ses prédécesseurs sur la forme. Mais sur le fond, est-ce que la politique américaine a vraiment changé? Alors, je pense que c'est surtout la forme qui change. Il y a une certaine continuité avec les présidences précédentes, mais on ne peut dénier à à l'administration Trump une certaine radicalité, surtout dans les relations extérieures, radicalité, une sorte de sans-gêne dans l'expression des intérêts américains et aussi une tendance au démantèlement du multilatéralisme qui peut paraître inquiétant par 7 ans. Et est-ce que sa diplomatie qui vise par exemple à obtenir des contrats fonctionne? On pense notamment au deal minerai contre sécurité en RDC. Alors, écoutez, les résultats se font encore attendre. On verra sur le terrain, les accords ont été signés, il y a très peu de mesures d'accompagnement. On n'a pas l'impression que tout ça a été bien ficelé. On ne sait pas si les mesures que les Américains et les autres partenaires ont prises pour que les accords soient mis en œuvre. Les résultats se font attendre, d'autant plus que la belligérance sur le terrain continue, que les combats, particulièrement en ce qui concerne le Rwanda et la RDC, que les combats n'ont pas cessé. Donc, la guerre ne s'est pas véritablement arrêtée malgré la signature d'accords. Alors on se souvient aussi des frappes militaires, le jour de Noël au Nigeria, dans l'état de Sokoto. N'est-il pas plus interventionniste qu'il ne le prétendait? Alors, il s'avère être très interventionniste. Il a littéralement commencé son mandat avec une intervention en Somalie. On a tendance à l'oublier, en février 2025. Ensuite, suivi de ce qu'on a vu en décembre dernier au Nigeria. Et on se demande à qui le tour, finalement, en Afrique. Et surtout, je pense que l'intervention au Venezuela a choqué le monde et bien sûr aussi les gouvernements africains qui se disent que si c'est le nouveau mode d'intervention ou d'expression des intérêts d'une grande puissance comme les États-Unis, il y a lieu de s'inquiéter sur ce qui reste des éléments élémentaires du multilatéralisme. Alors justement, face à tout cela, comment réagissent les dirigeants africains? On se souvient de cette réunion à Washington entre Trump et 5 chefs d'État africains. Est-ce qu'ils commencent à s'organiser ou sont-ils en position de soumission? Alors, cette réunion est peut-être un modèle du genre de réunion qu'il ne faudrait pas faire. Je ne pense pas que les États-Unis aient eu grand-chose de cette réunion et je ne pense pas du tout que les États africains qui étaient invités soient nécessairement convaincus que les résultats étaient à la hauteur de leurs attentes. Là, je pense qu'il s'agissait d'un essai qui n'a pas été très concluant, mais il est probable que l'administration américaine revoie sa copie et ait une politique africaine un peu plus structurée. On n'en voit pas les prémices à présent et même la stratégie de sécurité nationale que la Maison-Blanche a publiée récemment est très peu diserte sur l'Afrique qui n'apparaît que très, très marginalement. Donc, je pense qu'en ce qui concerne l'Afrique, tout est à refaire. Il y a des initiatives un peu éparses, ad hoc, mais pas vraiment de politique, en dehors peut-être de restrictions qu'on a vues sur les visas et notamment aussi les droits de douane, où les pays africains sont très frappés. Alors, justement, entre le gel de l'aide publique américaine USAID, la politique de restriction des visas, les taxes douanières aussi, vous en parliez, les déclarations sur l'Afrique du Sud également, où serait, selon lui, perpétré un génocide contre les Blancs. Est-ce que ça ne montre pas une position plus idéologique que pragmatique de Trump ?
Elle est idéologique à plusieurs égards. Sur l'Afrique du Sud, il s'agit clairement d'idéologie et surtout d'une idéologie qui ne s'encombre pas beaucoup de véracité des faits. Les faits sont comme créés de toutes pièces pour justifier une politique. Il est très difficile aujourd'hui de faire croire que les Blancs sud-africains seraient victimes d'un génocide. C'est une lecture pour le moins erronée de la situation sud-africaine. Ça procède naturellement d'une certaine idéologie de la suprématie blanche. Et, euh, mais à d'autres égards, le président Trump s'avère être très peu idéologue, surtout à la recherche d'intérêts à très court terme, d'intérêts personnels ou américains à très court terme, et pas du tout soucieux de grands projets et surtout de se projeter vers le moyen ou même le long terme. Alors, le Maroc, on l'a vu, est le premier pays africain à accepter de rejoindre le Conseil de paix de Trump. Pourquoi, selon vous? Bonne question. Le Maroc et avec lui peut-être aussi l'Égypte sont des pays, pour l'Égypte on peut comprendre à cause de sa proximité. Le Maroc a fait preuve d'une diplomatie plutôt efficace récemment, un rapprochement avec les États-Unis qu'on a vu culminer par exemple au Conseil de paix au Conseil de sécurité des Nations Unies par le vote de la résolution sur le Sahara. Je crois que là, le Maroc a fait preuve d'une certaine subtilité diplomatique qui a réussi à rapprocher les positions américaines des positions marocaines. Paul Simon dit merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Addis Abeba, en Éthiopie.